L'Allemagne en 1923. L'hyperinflation a détruit la monnaie. Une pain coûte 200 milliards de marks. Les familles brûlent l'argent dans leurs poêles parce que c'est moins cher que le bois de chauffage. Puis en 1929, la Grande Dépression frappe. Les banques s'effondrent. Les usines ferment. En 1933, 6 millions d'Allemands sont au chômage, 30% de la main-d'œuvre. Les familles meurent de faim dans les rues. C'est l'Allemagne qu'Adolf Hitler hérite quand il prend le pouvoir en janvier 1933. Une nation détruite économiquement 2 fois. Mais seulement 6 ans plus tard, en 1939, tout a changé. L'Allemagne envahit la Pologne avec 3 millions de soldats, 3000 chars, 4000 avions. L'armée la plus moderne d'Europe. En 6 ans, cette nation en faillite a construit la machine de guerre la plus puissante du monde. Comment ? La réponse implique une fausse entreprise, un génie financier et un système de Ponzi à l'échelle nationale. Les traites M&O, un système bancaire parallèle qui a financé le réarmement nazi tout en le cachant au monde. En 1939, les traites arrivaient à échéance. Et l'Allemagne n'avait pas l'argent pour les rembourser. Donc l'Allemagne n'avait d'autre choix que d'envahir ses voisins pour éviter l'effondrement économique. L'économie nazie n'était pas seulement construite sur l'idéologie, elle était construite sur une arnaque financière qui nécessitait une expansion constante pour survivre. C'est ainsi qu'Hitler a payé la Deuxième Guerre mondiale et pourquoi l'effondrement économique a rendu la guerre inévitable. Avant de plonger, imaginez ceci. C'est janvier 1939. Vous êtes l'économiste en chef de l'Allemagne. Vous savez que l'économie est sur le point de s'effondrer. Vous savez que la seule solution d'Hitler est la guerre. Parlez-vous et risquez votre vie, ou restez-vous silencieux et laissez-le se produire? Des gens réels ont fait face à ce choix exact. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi chaque option était mauvaise. Si vous aimez l'histoire qui vous fait réfléchir, abonnez-vous. Commençons par la crise qui a rendu tout cela possible. Pour comprendre à quel point l'Allemagne était désespérée, vous devez voir les deux catastrophes. D'abord, l'hyperinflation de 1923. Novembre 1923, l'apogée de l'hyperinflation de Weimar. Un seul dollar américain vaut 4 billions de marks. Les travailleurs exigeaient d'être payés 2 fois par jour, à midi et à la fin de leur quart de travail. Parce que le soir, leur salaire du matin n'avait aucune valeur. Les restaurants changeaient leurs prix pendant que les clients mangeaient encore. Les serveurs devaient monter sur les tables toutes les demi-heures pour annoncer les nouveaux prix du menu. Les polices d'assurance vie que les familles avaient payées pendant des décennies arrivaient à échéance pour des sommes qui ne pouvaient pas acheter un seul timbre-poste. Ce n'était pas une crise économique, c'était l'apocalypse économique, la classe moyenne allemande. Les économies, les pensions, les investissements anéantis du jour au lendemain. L'Allemagne s'est lentement rétablie. La monnaie s'est stabilisée. La vie a commencé à se normaliser. Puis, en 1929, la Grande Dépression. Les banques américaines rappellent leurs prêts. Les entreprises allemandes s'effondrent. Le chômage explose. En 1932, 6 millions d'Allemands sont au chômage, 30% de la main-d'œuvre. Les familles vendent aux enchères leurs meubles dans la rue pour acheter de la nourriture. Les ingénieurs et les enseignants mendient du travail comme ouvriers. Le gouvernement de Weimar est paralysé. La violence politique est constante. Les batailles de rue entre communistes et nazis transforment les villes en zones de guerre. L'Allemagne avait été détruite économiquement 2 fois en 14 ans. C'est l'environnement qui porte Hitler au pouvoir. En janvier 1933, Hitler promet de restaurer la grandeur allemande, de reconstruire l'armée, de défier Versailles. Mais l'Allemagne est en faillite. Le traité de Versailles limite l'Allemagne à 100 000 soldats. Pas de chars, pas d'avions, pas de sous-marins, pas d'artillerie lourde. Et l'Allemagne n'a pas d'argent pour les construire de toute façon. Hitler doit se réarmer massivement, secrètement, sans que personne ne le remarque, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et il doit le faire avec une économie qui a été détruite 2 fois. Entrez Hjalmar Schacht, l'homme qui le rendrait possible. Hjalmar Horace Greeley Schacht, né en 1877, banquier, économiste, génie financier. Il avait déjà sauvé l'Allemagne une fois. En 1923, en tant que commissaire aux devises, Schacht a mis fin à l'hyperinflation en créant une nouvelle monnaie adossée à la terre. Cela a fonctionné. Le marque loyer s'est stabilisé. Schacht est devenu une légende. 17 mars 1933, Hitler le nomme président de la Reichsbank, la banque centrale allemande. Août 1934, Schacht devient ministre de l'économie. Le travail de Schacht
financer le réarmement massif sans que personne ne le remarque, sans déclencher l'inflation, sans révéler l'ampleur de ce que l'Allemagne fait. Schacht est brillant et il a un plan. Voici le défi d'Hitler. L'Allemagne doit construire des chars, des avions, des navires, des armes. Cela signifie payer les aciéries, les fabricants d'armes, les usines chimiques. Mais si la Reichsbank imprime simplement de l'argent pour les payer, deux choses se produisent. D'abord, l'inflation explose à nouveau. Les Allemands ne le toléreront pas. Ils ont vécu 1923. Deuxièmement, les paiements apparaissent sur les relevés officiels de la Reichsbank. Les gouvernements étrangers les verront. Ils sauront que l'Allemagne se réarme. Ils interviendront avant que l'Allemagne ne soit prête. Hitler a besoin d'argent invisible, de l'argent qui ne déclenche pas l'inflation, de l'argent qui n'apparaît pas sur les dossiers officiels. Schacht le crée. En 1934, Schacht crée une entreprise, Metallurgische Forschungsgesellschaft, Société de recherche métallurgique à responsabilité limitée, MEO en abrégé. Sur le papier, c'est un consortium de recherche. 4 grandes entreprises allemandes, Siemens, Krupp, Rheinmetall et Gute Hoffnungshütte, possèdent des actions dans MEO qui a une capitalisation nominale de seulement 1 million de mark Reich au total. En réalité, MEO ne fait rien. C'est une coquille, une fausse entreprise, avec un en-tête et un compte bancaire. Mais MEO est sur le point de financer le plus grand programme de réarmement de l'histoire. Voici comment le système a fonctionné. Imaginez que vous êtes un fabricant d'armes allemand en 1935. Le gouvernement vous commande 1000 chars, mais au lieu de vous payer en marks Reich, il vous paie en traites MEO. Ces traites sont des billets à ordre émis par MEO, la fausse entreprise. Ce sont essentiellement des chèques qui disent que MEO promet de vous payer ce montant dans 5 ans. Maintenant, vous ne voulez pas attendre 5 ans. Vous avez besoin d'argent liquide maintenant pour payer vos travailleurs et acheter de l'acier. Vous prenez donc ces traites MEO à une banque privée allemande. La banque regarde les traites. Ils savent que MEO est soutenu par la Reichsbank. Ils savent que la Reichsbank honorera ces traites. Donc la banque vous donne de l'argent liquide. Der Reichsmarksreichs. Peut-être avec une petite décote, mais de l'argent liquide. Vous êtes heureux d'avoir été payé. C'est là que la magie se produit. La banque privée détient maintenant des traites MEO. Ils les prennent à la Reichsbank. La Reichsbank les convertit en argent liquide en utilisant ses pouvoirs d'émission monétaire. Mais voici la partie critique. Ces transurus n'apparaissent jamais sur le bilan officiel de la Reichsbank. Les traites MEO sont des obligations privées. Ce ne sont pas des dettes gouvernementales. Ce ne sont pas des dettes de la Reichsbank. Officiellement, ce sont des dettes d'une entreprise de recherche privée. Donc, quand les gouvernements étrangers regardent les finances de l'Allemagne, ils ne voient pas cette énorme dépense de réarmement. C'est invisible. Entre 1934 et 1938, l'Allemagne a émis 12 milliards de mark Reich en traites MEO. Pour le contexte, la dette nationale entière de l'Allemagne en 1932 était d'environ 10 milliards de mark Reich. L'Allemagne a secrètement ajouté plus que sa dette totale en obligations cachées pour financer le réarmement, et personne en dehors de l'Allemagne ne connaissait l'ampleur complète jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En 1936, l'Allemagne avait violé chaque restriction militaire du traité de Versailles. Ils avaient des chars, des avions, des sous-marins, une armée moderne. Les Alliés n'ont pas intervenu parce qu'ils ne réalisaient pas à quel point cela était allé loin. Mais il y a un hic. Ces traites MEO, elles arrivent à échéance dans 5 ans. Les premières traites ont été émises en 1934. Elles arrivent à échéance en 1939. Et l'Allemagne n'a pas 12 milliards de mark Reich pour les rembourser. L'horloge tourne et c'est à ce moment que la comparaison du système de Ponzi devient exacte. Un système de Ponzi fonctionne comme ceci. Vous promettez aux investisseurs des rendements élevés. Vous payez les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs. Cela fonctionne tant que de l'argent nouveau continue d'arriver. Mais finalement, vous manquez de nouveaux investisseurs. Le système s'effondre. Tout le monde perd. L'économie de l'Allemagne nazie fonctionnait de la même manière. Les traites MEO étaient des promesses de payer plus tard. L'Allemagne prévoyait d'utiliser la croissance économique future pour les rembourser. Mais en 1938, l'économie allemande ne pouvait pas générer suffisamment de revenus pour payer les traites. Le système avait besoin d'argent nouveau. Où obtenez-vous 12 milliards de mark Reich quand votre économie ne peut pas les produire? Vous les prenez à quelqu'un d'autre? Mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche, l'Anschluss. L'Autriche a des réserves d'or, des devises étrangères, des actifs industriels. L'Allemagne saisit tout. Septembre 1938, l'accord de Munich. L'Allemagne prend les Sudètes à la Tchécoslovaquie. Mars 1939, l'Allemagne occupe le reste de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie a des réserves d'or. L'usine d'armes Skoda,
l'une des usines d'armement les plus avancées d'Europe. L'Allemagne saisit tout. Septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Pologne a la production agricole, les ressources naturelles, des millions de personnes qui peuvent être forcées au travail. L'Allemagne saisit tout. L'économie nazie n'était pas seulement immorale, elle était structurellement conçue pour nécessiter la conquête. Comme l'a dit un historien, ils ont dû envahir quelques pays pour cela. Hjalmar Schacht voyait cela venir. En 1937, il avertit Hitler que l'économie surchauffe, que les dépenses sont insoutenables, qu'il se dirige vers l'effondrement. Hitler l'ignore. Le 7 janvier 1939, quelques semaines seulement avant l'arrivée à échéance des premières traites MEO, Schacht soumet un rapport désespéré des directeurs de la Reichsbank. Le rapport exhorte une réduction drastique des dépenses de réarmement, une réduction des dépenses, un budget équilibré comme la seule méthode pour prévenir l'inflation. La réponse d'Hitler le 20 janvier 1939. Hitler licencie Schacht en tant que président de la Reichsbank. Schacht avait construit la machine, mais il avait aussi construit une bombe à retardement. Et la solution d'Hitler était d'empêcher la bombe d'exploser, en la nourrissant constamment. La nourrir avec l'Autriche, avec la Tchécoslovaquie, avec la Pologne, finalement avec la France, l'Union soviétique, partout. La guerre n'était pas seulement l'idéologie d'Hitler, c'était une nécessité économique. En 1939, l'Allemagne avait deux choix, l'effondrement économique ou l'expansion. Hitler a choisi l'expansion. Mais les traites MEO n'étaient pas la seule source de revenus. L'économie nazie avait d'autres sources, et elles étaient encore plus sombres. Quand l'Allemagne conquérait un pays, elle ne prenait pas seulement le contrôle militaire, elle le pillait systématiquement. Les réserves d'or, les devises étrangères, l'art, l'équipement industriel, les matières premières. En France, l'Allemagne imposait des frais d'occupation. La France devait payer à l'Allemagne 400 millions de francs par jour pour occuper la France. C'est la France qui paie pour sa propre occupation. En Union soviétique, l'Allemagne prévoyait d'extraire du grain, du pétrole, des minéraux pour alimenter la machine de guerre allemande. Le modèle économique entier était parasitaire. Puis, il y a le travail forcé. Les prisonniers des camps de concentration étaient utilisés comme main-d'œuvre forcée dans les usines allemandes, construisant des armes, fabriquant des pièces, exploitant le charbon. Des entreprises comme IG Farben, Siemens, Krupp utilisaient la main-d'œuvre esclave des camps. Les prisonniers étaient travaillés à mort. Quand ils mouraient, ils étaient remplacés. L'économie nazie n'était pas seulement financée par le vol, elle était construite sur l'esclavage. Ce n'est pas seulement immoral, c'est la structure économique du génocide. Voici une autre arnaque qui montre à quel point le vol était profond. La Volkswagen, la voiture du peuple. On disait aux Allemands qu'ils pouvaient posséder une voiture s'ils économisaient par le biais du front du travail allemand. Payez un peu chaque mois. Finalement, obtenez votre Volkswagen. 275 millions de marques Reich ont été collectés auprès des épargnants allemands. Combien de Volkswagen civils ont été livrés pendant tout le Troisième Reich? Zéro. L'usine a été convertie à la production militaire, la Kübelwagen, un véhicule militaire au lieu de la voiture du peuple promise. Les épargnants allemands ont tout perdu. Ils n'ont reçu de compensation que dans les années 1960. L'économie nazie n'a pas seulement volé les ennemis conquis, elle a volé son propre peuple. Voici une autre arnaque. Dans les années 1920 et au début des années 1930, l'Allemagne a emprunté d'énormes sommes à la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Les prêts étaient censés aider l'Allemagne à payer les réparations de Versailles. L'Allemagne a pris l'argent, puis Hitler a arrêté de payer les réparations en 1933, mais il a gardé l'argent du prêt. Donc l'Allemagne a utilisé l'argent emprunté à la Grande-Bretagne et la France pour construire l'armée qui envahirait la Grande-Bretagne et la France. Quand l'Allemagne a envahi la France en 1940, le nouveau gouvernement de Vichy a pardonné une partie de la dette. L'Allemagne a obtenu de l'argent gratuit de ses futurs ennemis et bien sûr la confiscation des biens juifs. Les entreprises juives, les comptes bancaires, les maisons, l'art, tout saisi par l'État, vendu, utilisé pour financer le régime. Ce n'était pas seulement de la persécution, c'était du vol systématique utilisé pour financer le gouvernement. Chaque aspect de l'économie nazie était construit sur la prise aux autres. Donc en 1939, l'économie nazie fonctionnait sur les traites MEO, le pillage, le travail forcé et le vol. Et rien de cela n'était durable. En 1939, l'économie nazie était au bord de l'effondrement. Les traites MEO arrivaient à échéance. L'Allemagne ne pouvait pas les payer sans piller plus de pays. L'économie était surchauffée. L'inflation revenait lentement.
les pénuries apparaissaient. Schacht avait averti que cela se produirait. Il a été prouvé qu'il avait raison. Mais au lieu de reculer, l'Allemagne a accéléré parce que reculer signifiait l'effondrement économique, le chômage, la crise politique, la fin du régime nazi. La seule option d'Hitler était d'avancer. C'est la partie que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de l'Allemagne nazie. La guerre n'était pas seulement l'idéologie, c'était une nécessité économique. L'économie nazie était conçue pour nécessiter l'expansion. Sans conquête, elle s'effondrait. L'historien Adam Tooze a écrit un livre à ce sujet. Les salaires de la destruction, la création et la rupture de l'économie nazie. Sa thèse: l'Allemagne nazie vivait sur du temps emprunté dès le départ. Le modèle économique nécessitait une guerre constante pour survivre. Quand l'Allemagne a envahi l'Union soviétique en 1941, ce n'était pas seulement à propos du Lebensraum ou de l'idéologie raciale. C'était à propos du pétrole du Caucase, du grain d'Ukraine, des ressources pour empêcher l'économie de s'effondrer. La guerre était l'économie. L'économie était la guerre. Et quand l'Allemagne a commencé à perdre du territoire en 1943 et 1944, le modèle économique s'est effondré. Plus de pillages, plus de ressources, juste des dépenses sans fin. L'économie nazie était un système de Ponzi. Et comme tous les systèmes de Ponzi, il s'est finalement effondré. Donc, laissez-moi rassembler tout cela. Comment Hitler a-t-il payé la Deuxième Guerre mondiale? Il ne l'a pas fait. Laissez-moi expliquer. L'économie nazie était construite sur 4 piliers. D'abord, la comptabilité créative. Les traites M et O ont permis à l'Allemagne de cacher 12 milliards de mark Reich de dettes hors des livres pour se réarmer en secret pour construire une machine de guerre, tandis que le monde pensait que l'Allemagne se rétablissait toujours. Le génie de Hjalmar Schacht était de créer de l'argent invisible. Mais cet argent était toujours une dette. Et la dette arrive à échéance. Deuxièmement, le pillage. L'Allemagne a financé la guerre en volant à tous ceux qu'elle conquérait. L'or de l'Autriche, les usines d'armement de la Tchécoslovaquie, les frais d'occupation de la France, le grain soviétique, le travail polonais. L'économie nazie était parasitaire. Elle nécessitait des hôtes nouveaux et constants pour survivre. Troisièmement, l'esclavage. Les prisonniers des camps de concentration, les prisonniers de guerre, les travailleurs forcés des pays occupés travaillaient à mort dans les usines allemandes, construisant les armes utilisées pour conquérir plus de pays, pour créer plus d'esclaves. Le modèle économique était inséparable du génocide. Quatrièmement, le vol, les biens juifs, l'emprunt de Versailles non remboursé, les réparations annulées, même le vol des épargnes allemandes par la fraude Volkswagen. Chaque aspect de l'économie nazie impliquait de prendre aux autres sans compensation. Alors, l'Allemagne nazie était-elle un schéma de Ponzi? Essentiellement, oui. Les premiers investisseurs ont été payés avec l'argent des investisseurs ultérieurs, mais les investisseurs ultérieurs étaient des pays et le paiement était la conquête. Les factures sont venues à échéance en 1939. L'Allemagne n'avait pas l'argent, alors ils ont envahi la Pologne. Le butin de Pologne a financé les opérations en France. Le butin de France a financé l'invasion de l'Union soviétique. Tant que l'Allemagne continuait à gagner, à prendre, le schéma fonctionnait. Mais au moment où l'Allemagne a cessé de s'étendre, toute la structure s'est effondrée. C'est pourquoi la guerre était inévitable. En 1939, Hitler avait deux options, s'étendre ou s'effondrer. L'économie nazie n'était pas construite pour la paix, elle était construite pour la guerre. Et c'est ainsi qu'Hitler a financé la Deuxième Guerre mondiale, avec des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, avec de l'argent qu'il n'avait pas, avec des ressources qu'il a volées, avec du travail qu'il a asservi. La machine de guerre nazie n'était pas financée par la force économique. Elle était financée par une arnaque qui nécessitait une conquête constante pour éviter l'effondrement. Et quand la conquête s'est arrêtée, l'économie est morte avec le régime. Voici ma question pour vous. Sachant que l'économie nazie nécessitait une expansion constante pour survivre, pensez-vous que la guerre était inévitable? Ou l'Allemagne aurait-elle pu se retirer et passer à une économie durable? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cela a changé votre compréhension de l'économie de l'Allemagne nazie, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires qui relient l'économie, la politique et la guerre. Merci de regarder.